est-ce que je peux vous demander de vous présenter tout d'abord, s'il vous plaît? Oui, Dominique Westers, je suis président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique. Très bien. Et je vous remercie d'avoir accepté notre interview dans le cadre du projet Media Hackers. Alors, une première question qui intéresse les personnes qui vont consulter notre site concerne le paysage médiatique belge. Est-ce que vous pourriez le tracer à grands traits, s'il vous plaît? Et pour ce qui concerne les médias audiovisuels qui concernent donc le CSA, traditionnellement c'est de la télévision et de la radio. Avec une caractéristique, c'est que dans le domaine de la télévision, la Belgique est depuis les années 60-70 très ouverte en termes de marché via le développement du câble. Et force est de constater que aujourd'hui, donc, parmi les nombreuses chaînes qui sont consommées par les téléspectateurs francophones belges, il y en a très peu qui relèvent finalement de la compétence de la Belgique. Puisque en termes de télévision, donc il y a 25% de l'audience qui fait l'objet d'une régulation par rapport donc, à la Belgique. Ce sont les chaînes RTBF et les chaînes du groupe AB. La majeure partie de l'audience est celle de RTL, donc qui relève de la compétence de Luxembourg. Et puis il y a une forte présence de chaînes françaises, donc les grandes chaînes TF1, France 2, France 3. Donc ça c'est la caractéristique du paysage. Au niveau des radios, donc là forcément on est dans une logique territoriale et il y a le grand groupe public de la RTBF avec 5 chaînes en FM. Et en face, il y a donc deux groupes principaux. Le groupe H avec Contact et Bel RTL, donc qui sont indirectement liés à la CLT luxembourgeoise, mais qui sont bien de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et Énergie, Nostalgie, donc qui sont des programmes qui sont inspirés bien entendu par les modèles français. À côté de cela, il y a plus ou moins 80, 70 radio indépendante, locale. Donc avec ça, vous avez brossé les grandes lignes du paysage, avec une particularité, c'est vrai. Il y a également disponible sur le câble, principalement, 12 télévisions locales de service public. Donc c'est une particularité qui a maintenant plus de 30 ans d'existence et qui est une caractéristique, je crois, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'accord. Quand on évoque la question des nouveaux médias par opposition aux médias traditionnels, quel regard portez-vous à cette ligne de fracture si vous accordez quelques crédits à une telle ligne de fracture? Mais je crois qu'on est un petit peu pragmatique et on a décidé de distinguer les nouveaux médias des anciens médias audiovisuels que sont la radio, la TV classique. Et dans ce qu'on appelle les nouveaux médias, on distingue des services non linéaires de type vidéo à la demande, presque vidéo à la demande, tout ce qui concerne la télévision ou bien la radio de rattrapage. Donc on estime que ce sont des nouveaux services en termes de mode de consommation. Il y a par ailleurs donc, des services linéaires ou non linéaires qui s'apparentent aux anciens médias radio et TV. Donc clairement, c'est ce qui est disponible sur Internet, la web radio, la web TV. Et puis une dernière catégorie qui est vraiment tout à fait neuve en termes de conception et bien entendu de consommation. Ce sont toutes les applications qui vont être disponibles sur les récepteurs multimédia, les smartphones, les smart TV. Voilà, ce sont nos lignes de fracture jusqu'à ce qu'on imagine un nouveau média. Ouais. Et en termes de régulation, est-ce que vous développez une régulation propre à ces nouveaux médias ou est-ce que la règle d'ensemble s'applique à ces médias qu'on appelle nouveaux? Alors, les objectifs de la régulation sont toujours les mêmes. Le pluralisme, la diversité culturelle, la protection du consommateur, la protection des mineurs. Donc les règles sont là, mais bien entendu, on va adapter les règles à un environnement particulier qui est celui des nouveaux médias. Si on prend par exemple tout ce qui est disponible sur Internet, on part du principe que on est sur des plateformes ouvertes, donc il n'y a pas une sélection qui est faite par un distributeur, donc on peut accéder à tout ce qui est disponible sur l'Internet. Donc il y a une grande variété, il y a probablement aussi une plus grande expérience
de la part du consommateur. Et donc à ce niveau-là, on estime qu'une régulation allégée est tout à fait justifiée, contrairement donc à ce qu'on retrouve sur la télévision ou la radio classique, où là on reste avec des règles beaucoup plus lourdes, plus protectrices. En termes concrets, qu'est-ce que ça veut dire une régulation allégée? Mais en termes de, comment dire, de rapports qui sont demandés, on est beaucoup moins exigeant au niveau des informations à fournir, parce qu'on sait aussi que par ailleurs ce sont souvent des petites structures qui se développent, et donc là il y a une exigence moins forte. On va retrouver la même chose au niveau des règles de protection en matière de publicité, où là on va avoir une vision adaptée. D'accord, très bien. Par rapport à la notion d'évolution technologique inhérente à tout média, ce qui fait un petit peu la spécificité du projet Media Hackers, quel regard ou quelle approche développez-vous par rapport justement à la notion de progrès technologique? Mais le progrès technologique, pour nous, c'est un fait que nous observons, donc on assure une veille comme tout un chacun, et chaque fois qu'apparaissent des évolutions, au travers d'un dialogue, parce qu'il est clair que de plus en plus on est dans une logique de dialogue avec les opérateurs qui relèvent de notre compétence. Bien entendu, on échange aussi l'expérience avec les régulateurs européens ou les régulateurs francophones, puisque nous sommes dans une organisation à ce niveau-là. Et chaque fois, on confronte toutes ces évolutions technologiques avec les objectifs de la régulation. Bien entendu, on est ouvert, on ne veut pas du tout freiner les évolutions, mais chaque fois, on veut voir dans quelle mesure est-ce que des règles adaptées, une régulation adaptée doit valoir pour toutes ces évolutions technologiques qui sont un fait, point. D'accord. Quand on évoque la notion d'évolution technologique, on va parler de tendances à venir. Est-ce que vous avez peut-être des task force qui suivent les tendances majeures des années à venir? Alors, notre task force, elle est limitée à 28 personnes. Qui se relativise tout de même certaines choses. Alors, bien entendu, nous sommes attentifs et au travers notamment de chercheurs que nous engageons pour des mandats de 3 mois, de 6 mois. Pour l'instant, d'ailleurs, il y a un chercheur qui travaille sur la question de la télévision connectée, qui est bien entendu en lien avec le livre vert que nous attendons tous de la Commission européenne et qui va poser un problème régulatoire évident, c'est que sur un même écran seront fournis des services qui sont a priori régulés de manière différente. Donc là, il y aura une réponse à trouver. Il n'y a peut-être pas une grande urgence parce qu'on a observé que pour ce qui concerne la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc à l'automne dernier, on avait mené une petite enquête et il fallait bien constater que pour ce qui concerne l'équipement standard de télévision, les Smart TV, j'en ai une et moi-même je n'ai pas encore vérifié toutes les fonctionnalités. Par exemple, il y a un grand conservatisme en termes de consommation. C'est tout à fait différent sur tout ce qui concerne les tablettes et bien entendu les smartphones. Donc là, il y a peut-être des distinctions à faire. Donc le public ne suit pas encore, je dirais, ce qui lui est proposé, parce que notamment, je crois que les TV connectées aujourd'hui sont relativement peu fonctionnelles. Voilà, il y a un phénomène culturel, il y a un phénomène de génération, donc tout ça évoluera, mais il faudra voir comment le public va accueillir une technologie. Et depuis le Minitel, on sait très bien que ce n'est pas parce qu'on invente quelque chose que le public nécessairement utilise selon les souhaits des inventeurs. De fait. En matière de nouveaux médias, peut-être que vous pourriez nous dire un mot sur les nouveaux médias qu'utilise le CSA, un compte Twitter, une page Facebook, ou est-ce que vous vous êtes lancé dans ces gadgets? Oui, bien entendu, on a un compte Twitter. Moi, je ne suis personnellement pas très actif sur Twitter, mais bon, voilà, c'est une question de s'y mettre, pas si longtemps que je suis là.
Oui, nous avons effectivement de médias électroniques très simples. On n'est pas passé à la vidéo, par exemple. Ouais, On a un blog, mais on n'utilise pas la vidéo. On pourrait parfaitement l'imaginer. ouais, Mais voilà, ça doit encore rentrer dans notre culture à nous. ouais. Et une question un peu connexe par rapport au projet, même si ça ne relève pas directement de votre centre d'intérêt, la formation des journalistes aux nouvelles technologies. Vous, en tant que président du CSA, est-ce que vous percevez un suivi proche de la nouvelle technologie, ou bien vous vous dites les journalistes essayent de faire comme ils peuvent et de rattraper le retard en fonction de leur statut, en fonction de leurs employeurs. Ouais. Mais s'agissant des journalistes, au niveau du CSA, on a une fonction principale, c'est de vérifier si les obligations légales en matière d'engagement de journalistes sont bien respectées par les éditeurs de services. Et il faut souligner d'ailleurs, c'est peut-être une particularité, je ne sais pas, qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une exigence, c'est de recourir à des journalistes professionnels, donc qui ont la carte de presse pour faire simple, mais qui sont également recrutés sous des régimes de contrat de travail. Donc c'est important, il n'est pas interdit d'avoir des indépendants, mais donc là il y a une exigence. Alors, pour ce qui concerne la formation, nous ne sommes pas directement compétents, mais il faut savoir que depuis 2-3 ans maintenant, suite à la demande des éditeurs de la presse quotidienne, d'ailleurs la demande venait de chez eux, de voir augmenter les moyens publics mis à leur disposition pour soutenir la presse quotidienne, ont été initiés par le Parlement de la Fédération les États généraux des médias d'information. En France, il y avait eu des États généraux de la presse, c'était un petit peu différent. Et pour ce qui concerne notre fédération, il y a eu une série d'ateliers, dont un atelier qui était consacré pour répondre aussi à une demande du secteur, consacré donc au statut du journaliste, que ce soit le statut fiscal, le statut au niveau de droit d'auteur, mais aussi le statut professionnel. Et une des questions qui a été abordée, c'est la question de la formation des journalistes en général, bien entendu aussi aux nouvelles technologies qu'ils ont utilisées, je dirais, dans leur quotidien, que ce soit en termes de production, que ce soit en termes de veille. Il faut savoir exactement quelle est l'offre pour savoir exactement vers quoi aller chercher l'information, comment intervenir, c'est tout le problème des médias sociaux, avec la difficulté, c'est qu'on est peut-être en train de faire aussi des hommes orchestres avec les journalistes qui doivent être attentifs à 25 000 choses, qui doivent penser à produire à la fois du texte pour l'immédiat, du texte pour dans les 3 heures qui viennent, du texte pour le soir, qui ne sera peut-être lu par quelqu'un d'autre, du son, de l'image, et à un certain moment, on peut imaginer que c'est aussi oppressant en termes de charge de travail, à un certain moment. Absolument. Écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie pour la qualité de votre intervention. Je vous en prie.